Bonjour à tous, nous sommes en direct de l'école de design. Nous avons le plaisir de vous présenter cette première session webinaire sur le design thinking et comment transformer votre organisation grâce au design thinking. Nous avons le plaisir d'accueillir avec nous Isabelle Godin-Rouillard. Bonjour Emmanuel. Bonjour, vous êtes responsable donc, du pôle marketing RH et du groupe Mousset, donc, qui est une entreprise de transport basée en Vendée. Aujourd'hui, nous allons parler de autour de trois sujets. On va faire une petite introduction, si vous voulez bien, sur l'école, sur l'approche de design, sur son implication et sa transformation, quel impact elle a sur l'entreprise. Ensuite, nous allons parler un petit peu des outils, de certains outils qu'on utilise au sein du design thinking. Et puis, on finira par parler avec Isabelle de son expérience, de son entreprise aussi, et comment le design thinking a amené des éléments, des expériences intéressantes pour elle. Et elle pourra donc témoigner par rapport à ça. On va quelques mots sur l'école de design déjà. Donc, c'est un établissement d'enseignement supérieur. On fête nos 30 ans cette année. Donc, c'est les partenaires de la Chambre de commerce et d'industrie de Nantes-Saint-Nazaire. Et l'avantage, l'un des points forts de cette école, c'est qu'elle a un rayonnement international. Donc, on est sur 3 continents. On est en Chine, à Shanghai, on est à Pune en Inde, à Sao Paulo au Brésil, et puis à Montréal, au Canada. Et dernièrement, nous ouvrons une école de Africa Design for School in Africa à Cotonou pour conclure le troisième continent en Afrique. L'école, c'est aussi près de 1500 étudiants, donc 275 apprentis. Et à l'intérieur de l'école, donc, il y a un service qui est dédié aux entreprises, qui s'appelle le service d'entreprise, et qui donc s'appuie sur un petit peu l'expertise qu'on a à l'intérieur de l'école et qui approche et qui aide les entreprises à innover, et aussi au travers d'outils et de 8 ateliers à animer des workshops tout au long de l'année. Ces activités donc, sont regroupées autour de 8 modules, des modules courts, dont un qui est en design thinking. Les modules courts, on parle d'ateliers de créativité, d'innovation d'usage, de facilitation graphique. Et donc l'avantage de ces workshops, c'est que ils sont assurés par des designers. La majorité des gens sont des designers ici à l'école, dont je fais partie. Et on a à peu près de 1000 apprenants en 2018 en formation continue. Les entreprises qui demandent nos services, ça va des très grandes entreprises du CAC 40 jusqu'aux télécoms, dans les assurances, mais aussi les agglomérations avec qui on travaille, les villes. Et puis, ça va jusqu'aux PME, aux TPE aussi, dans l'informatique, dans l'outillage industriel et dans le transport, ce dont Isabelle fait partie. Alors, vous voyez ici à l'écran une approche design thinking. Donc, ça, c'est quelque chose qui vient du World Design Organization. Donc, il répond un petit peu à la question sur qu'est-ce que c'est que le design thinking. Et là, on est plutôt sur une approche de réponse des problématiques stratégiques, donc liées à l'innovation, et qui va contribuer au succès de l'entreprise, une meilleure qualité de vie à travers des produits, des systèmes, des services et des expériences innovantes. Comment expliquer ça? Donc, moi, ça fait à peu près une trentaine d'années que je suis dans le design. Et c'est une méthode que j'ai appliquée dès le départ et qui vraiment s'articule autour de 5 valeurs. Donc moi, ce que j'ai retenu des valeurs, c'est l'empathie déjà, la valeur innovation, créativité,
La valeur de co-création aussi, c'est un processus qui engage tous les parties prenantes. C'est un processus qui est itératif, et donc on va voir avec Isabelle ici pourquoi c'est itératif et pourquoi on n'est pas sur des solutions figées, mais bien un faisceau de solutions, tout en admettant le droit à l'erreur. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental, c'est-à-dire qu'on s'autorise des erreurs. D'autre part, ce qu'on peut dire sur le design thinking, c'est que c'est un mélange savant de la pensée analytique et de la pensée intuitive. Donc, au fur et à mesure qu'on a travaillé avec Isabelle, on le verra un peu plus tard. Ça, c'est deux aspects qui sont très importants dans la façon de fonctionner, dans la façon d'aborder les choses. Donc, c'est un processus qui est non linéaire, qui va se répéter plusieurs fois. Et il s'actionne, il s'opère autour de beaucoup d'aspects de l'entreprise, comme la transformation profonde de l'entreprise au niveau stratégique. Ça peut s'opérer aussi pour des réponses ou des questionnements sur le fonctionnement des nouveaux services, des nouveaux usages. Et donc, ça s'opère à tous les niveaux de l'entreprise. Cette approche design thinking, on va la voir aussi, elle s'appuie sur des outils, un panel d'outils qui est très très important et qui va cadrer un petit peu la façon dont on va approcher les choses et la façon dont on va déterminer le déroulement de cette pensée. On verra aussi avec l'exemple qu'Isabelle va nous illustrer sur la façon d'approcher un petit peu le sujet. Et donc, l'avantage de ça, c'est que ça peut traiter de n'importe quel sujet dans l'entreprise, qu'il soit stratégique ou qu'il soit d'origine technologique, technique. Voilà, c'est un outil ou une méthodologie qui est vraiment universelle. Par rapport au contexte économique, donc on est dans un monde un petit peu incertain à ce moment, assez imprévisible. Et par rapport à ça, ça nous donne des modèles qui sont changeants, un bouleversement des activités, une accélération des modèles. Et par rapport à ça, le design thinking peut aider aussi à remettre en question les modèles d'entreprise dans ce qu'on appelle les business models, qui fait partie en fait des outils aussi de réflexion sur le processus global. Là, nous faisons appel aussi à l'école, on utilise l'implication des outils digitaux donc dans le processus de travail, mais pas que. Il y a aussi des outils que nous verrons avec cet exemple de l'entreprise Mousset, où il y a des outils qui sont non digitaux aussi. Ça répond aussi à la responsabilité sociétale de l'entreprise, donc sur s'adapter aux nouvelles contraintes, l'environnement, le fonctionnement de l'entreprise. Donc ça s'accorde complètement avec ça. Et puis, c'est centré sur l'innovation. Quand je dis l'innovation, ça veut dire la créativité aussi. Et on verra qu'avec le processus de design thinking, cela amène un mode de pensée qui est très itératif et non linéaire. Donc, avec un système de divergence et de convergence. Pourquoi faire évoluer sa culture et transformer son organisation? Déjà, le design thinking s'appuie et s'appuiera toujours sur l'utilisateur final. Donc, ça peut être un consommateur, ça peut être un utilisateur, ça peut être une partie prenante. De toute façon, c'est toujours au cœur de l'entreprise et du processus. Ensuite, ça fait appel à un savoir-être, et là on va parler des soft skills un petit peu, sur la valorisation des compétences en interne, et on verra aussi qu'avec l'entreprise Mousset, c'est quelque chose qui a fait une grosse différence. C'est une entreprise qui est ce que j'appelle une entreprise apprenante, dans laquelle le capital des compétences et du savoir est vraiment valorisé, et ça fait partie aussi du mode d'emploi, si on peut dire, du design thinking. Ensuite, on verra aussi que ça fait appel à des méthodes de travail qui sont un petit peu plus inhabituelles, surtout par rapport aux changements de posture, sur la participation, le travail de co-création collaboratif, et donc d'une agilité dans la façon dont on fonctionne en groupe.
Alors vous verrez, on expliquera un peu plus tard que c'est en fait une espèce de rythme entre le travail individuel et la contribution au niveau des groupes. Et la dernière chose, c'est on utilise pas mal aussi d'outils pour accélérer. Ici à l'école, par exemple, on est en train de tester des outils d'interaction entre les utilisateurs et les apprenants et les formateurs. Le design thinking est très important dans la mesure où il s'appuie donc, comme je l'ai dit précédemment, sur un processus qui est cadré. Ça ne veut pas dire que c'est une recette de cuisine, ça veut dire que c'est un mode de fonctionnement qui va un petit peu cerner et cadrer la progression du travail de création. Vous avez ici un exemple de double diamant, c'est un schéma qui est classique sur le design thinking et qui nous aide un petit peu à visualiser les différentes étapes du processus de design. C'est à savoir que les pointes de ce diamant correspondent à des points clés. La première pointe du diamant est ce qu'on appelle l'expression des besoins. Là aussi, on illustrera avec ce qui a été fait dans l'entreprise Mousset sur comment exprimer des besoins par rapport à quelque chose qu'on découvre, quelque chose qu'on a déterminé et qu'on veut éclaircir. Donc le design thinking est un processus qui va être, comme je l'ai dit précédemment, divergent, c'est-à-dire qu'on ouvre le diamant et il va s'opérer sur plusieurs phases. Dans l'ouverture du premier diamant, on a une phase de découverte dans laquelle on va explorer un petit peu les champs qui soient artistiques, qui soient technologiques, techniques, etc., pour après exprimer un besoin et déterminer des étapes à poursuivre. La deuxième pointe du diamant est en fait l'équivalent de ce qu'on pourrait appeler un brief ou un cahier des charges. À partir de ce cahier des charges, on va réouvrir le sujet et le développer sur des pensées là aussi divergentes, un processus de travail qui va être sur ouvrir le champ d'application et d'investigation du projet pour finir sur un livrable qui est la deuxième partie de la pointe du diamant en fonction des objectifs du projet. Donc ça s'opère en fait sur 3 temps qui est l'expression des besoins, établir le besoin et ensuite sur un livrable. Là encore, on est bien sur un schéma directeur, mais ce qui ne veut pas dire que c'est une idée, c'est des idées, des faisceaux d'idées sur lesquels on va pouvoir s'appuyer. Sur les outils, on va parler très brièvement des outils. Donc, le design thinking s'appuie sur un panel d'outils sur lequel on va pouvoir s'appuyer. Là, vous avez un exemple d'outil qu'on utilise qui est le parcours client, mais il y en a bien d'autres. Le parcours client est une espèce de curseur sur lequel on va cartographier, et ça c'est très important, les différentes étapes du design, du process du design, en cartographiant surtout les étapes et les points de contact qu'on va avoir avec l'utilisateur final. Donc ça c'est un exemple. Ça permet de travailler en équipe aussi, de visualiser donc pour tout le monde le cheminement de ce parcours. C'est donc un outil d'aide à la visualisation, mais aussi à la compréhension de ces différents points de contact. Et ça peut aussi nous aider dans les étapes futures à déterminer sur une carte sur ce qu'on appelle le design de service qui va nous aider à formuler ces besoins. Je dois ajouter aussi qu'il y a de nombreux autres parcours avec lesquels on parlera avec Isabelle, qui ont opéré sur la carte d'empartie, les scénarios d'usage, les personas, les storytelling. Voilà, il y en a énormément. On en parlera un petit peu plus après sur l'étude de Camousset pour illustrer un petit peu à quoi ils servent et à comment ils s'appliquent. Donc l'innovation, c'est un facteur le design thinking, pardon, c'est un facteur d'innovation. Donc, on l'a dit, c'est pour décloisonner un petit peu la façon de travailler en entreprise et réunir un petit peu les compétences de l'entreprise en un seul groupe dans des moments très forts. Donc, on en a parlé tout à l'heure sur les compétences de l'entreprise, valoriser les compétences de l'entreprise
Et surtout, c'est un facteur de visualisation du process de design thinking. L'exemple que, étant moi architecte d'intérieur, l'exemple est que effectivement ces aménagements, le management et l'aménagement sont très liés. Et donc, en fonction des usages, de la typologie des espaces de travail, on va pouvoir repenser un petit peu la façon d'organiser les flux et d'interagir les uns avec les autres. Donc, la façon dont l'espace est organisé va influer sur le comportement en fonction des open space, en fonction des espaces plus intimes dans lesquels on a besoin de travailler tout seul, et donc décloisonner aussi la façon de travailler et d'offrir dans la même manière une mobilité. Juste quelques points sur les soft skills. Donc, on a vu un petit peu avant sur la facilité aussi, le design thinking comme moteur pour développer les soft skills. Donc, c'est la créativité, l'empathie. Et ça, on va voir aussi une fois de plus sur les différents outils qui ont utilisé et puis ces compétences qui ont surgi tout autour de l'atelier qu'on a fait avec l'entreprise Mousset et révéler en fait sur la créativité, l'esprit d'équipe, l'apprendre en faisant, etc. Et ça sera très bien illustré avec l'histoire d'Isabelle. Je laisse la parole à Isabelle maintenant. Je crois que j'en ai assez dit pour l'instant. Et je laisse la parole à Isabelle. Isabelle, tu peux te présenter, évidemment. Merci, Emmanuel. Alors, donc, moi, je suis Isabelle Godin-Rouillard. Je m'occupe du pôle marketing RH. Donc, dans RH, il faut entendre tout ce qui est formation, recrutement et qualité, sécurité, environnement. Pour le groupe Mousset, qui est un groupe de transport installé en Vendée, mais implanté sur une centaine de sites en France. Également en Pologne, au Maroc et en Ukraine. Nous sommes une entreprise de transport, transport de niche en particulier, le transport en cours de ferme, nous sommes le leader du transport de volailles par exemple, et tout ce qui est transport avec manutention, donc chariot embarqué, avec grue, transport exceptionnel. Et dernièrement, nous avons défini un nouvel axe stratégique qui est le transport frigorifique mais tri-température avec de petites livraisons en centre-ville. Donc, pour effectuer tous ces transports, nous avons besoin de conducteurs experts. On n'a pas forcément besoin de grands routiers qui vont d'un point A à un point B. On a besoin de gens très impliqués au service de leurs clients qui vont apporter tout leur savoir-faire au moment du chargement et du déchargement. Voilà. On a un autre aspect de l'entreprise important. Donc, nous sommes 1700 collaborateurs, 1200, 1300 à peu près sur le territoire français. Un mode de management qui est très particulier, c'est-à-dire que cette petite entreprise de transport familial qui a beaucoup grandi, particulièrement ces dernières années, un management à 4 niveaux, c'est-à-dire un PDG et son comité de direction, dont j'ai la chance de faire partie, des directeurs de société ou des directeurs de région, des managers de sites qui sont de véritables patrons, qui managent leur équipe, leur matériel, leurs embauches, leurs relations clients, leur centre de profit, et des conducteurs, assistants d'exploitation et personnel de service. Et ce management à 4 niveaux permet une communication très fluide, enfin le plus fluide possible et très courte. Et je dois préciser également que notre PDG est un ancien conducteur et que ce qu'il aime particulièrement, c'est l'échange avec ses conducteurs. Et j'en étais encore témoin un vendredi soir dernier. Et voilà, donc il y a cette recherche à différents moments de l'année d'échange et de co-travail avec les conducteurs qui sont les sachants de l'entreprise. Et donc, ce qui nous amène au sujet du séminaire. Alors, une fois par an, l'entreprise organise un séminaire avec ses conducteurs. Alors, évidemment, pas tous ses conducteurs, mais en tout cas un échantillon représentatif d'une trentaine de conducteurs représentatifs de nos activités et de nos régions pour réfléchir avec le PDG, avec Frédéric Leblanc, à une question stratégique, à des questions stratégiques pour l'avenir de l'entreprise. Ça, c'est un véritable parti pris de façon à ce qu'au fil des années, on peut imaginer que dans une dizaine d'années, 300 personnes, 300 collaborateurs de l'entreprise seront passés par le séminaire et que la stratégie viendra du terrain plutôt que d'être
infusée comme ça, du haut vers le bas. Et bien, voilà, nous, on préfère qu'elle aille du bas vers le haut. Et cette année, la particularité, alors une des particularités du groupe aussi, c'est que nous avons mis en place un codir jeune. Donc, il y a un codir vieux, entre guillemets, qui a une moyenne d'âge de 50 ans. Et cette volonté de notre PDG d'avoir un éclairage différent de la jeune génération, de préparer le remplacement de la génération en poste aujourd'hui, et voilà, de créer une sorte de melting pot et puis de confronter les idées. Et cette année, l'organisation du séminaire, la préparation, la conception était confiée au Codir Jeune. Je trouve que j'ai la chance d'animer le Codir Jeune. Donc, je suis à la fois dans le vieux et dans le jeune, qui doit faire une bonne moyenne. Et ce Codir Jeune, pour l'animer, je me suis dit, puisqu'on essaie de casser les codes, de confronter les points de vue, j'aimerais vivre avec ce Codir Jeune, leur faire découvrir le design thinking. Donc, on a commencé, la première étape, ça a été un Codir réalisé en mode design thinking au sein de l'école de design de Nantes et animé par Emmanuel. C'était un premier point de contact avec ce mode de réflexion auquel la dizaine de membres du Codir Jeune a tout de suite adhéré. Ils ont aimé cette façon de penser, de réfléchir, de se bousculer même et de sortir totalement du cadre. Et à partir de là, je leur ai proposé d'utiliser cette méthode pour préparer le séminaire. Alors un séminaire conducteur pour des jeunes, un Codir Jeune qui est assez hétéroclite, avec des jeunes qui ont suivi des études longues, d'autres des études courtes, qui viennent du terrain, qui ont été certains conducteurs, etc. Eh bien, le mode design thinking nous a permis de mettre un petit peu, de faire abstraction de ces parcours différents pour ne travailler ensemble, enfin ne faire travailler ensemble qu'un groupe de personnes avec effectivement ce dont tu parlais, Emmanuel, c'est-à-dire de l'empathie, de la créativité, dans un esprit d'équipe. Et c'est comme ça qu'on a fait une première étape de travail de 2 jours dans un charmant gîte au fin fond de la Bretagne. On était en isolement total, totalement concentré sur ce projet séminaire. Et je dois dire qu'au bout de 48 heures, d'un travail foisonnant, eh bien, on avait tout. On peut dire que le séminaire était conçu. Après, il fallait polir le diamant, mais en tout cas, on avait cette pépite et ce chemin. Et cette idée de séminaire a été présentée par les jeunes au sein du Codir. Et là, première réaction du Codir qui a été de waouh, waouh, si vous réussissez à faire ça, ce sera extraordinaire. On a un petit aperçu d'ailleurs dans le diaporama du travail. Il y a une photo qui représente le séminaire. Au bout, la photo de droite représente la conception. Donc sur cette grande table de chêne, dans cette longère bretonne, eh bien à droite vous avez 2 jours de séminaire avec les conducteurs, de séminaire stratégique. Ce séminaire, c'est pas pour faire joli, c'est pas du blabla, de la poudre aux yeux, du marketing. C'est vraiment comment on fait réfléchir un groupe de conducteurs. Et je dois préciser que ces conducteurs sont volontaires, mais au départ, c'est de se dire, oulala, je vais 2 jours au siège, on va me demander de réfléchir, non pas qu'ils ne le sachent pas, mais comment est-ce que ça va se passer? Il y a beaucoup d'inquiétudes. Et j'avoue que voilà, on avait déjà le cœur de ce projet. Donc on a continué ensuite, donc ça c'était au mois de janvier, le séminaire se déroulait tout début avril, donc le timing était court. On a installé des séquences de travail d'1 à 2 journées avec Emmanuel et l'école de design et le séminaire, comme ça le fil du séminaire s'est affiné, c'est construit. Du rêve, on est allé vers la réalité, vers du possible. Pour arriver le 4 avril, c'était le 3 à 4 avril dernier, à recevoir les conducteurs et à les emmener comme ça sur un processus de réflexion sur 2 jours en mode design thinking. Ok, merci beaucoup Isabelle. Effectivement, ça a été, c'est intéressant de voir le point de vue d'Isabelle. Effectivement, je partage complètement ce qu'on a vécu ensemble. Cette table fait, la photo de droite est une très très bonne illustration effectivement sur la façon dont on peut amener des gens qui a priori n'avaient pas utilisé cette méthode, d'après ce que j'avais compris, sur un mode de fonctionnement et un processus de création
assez intéressant, qui s'est visualisé, qui s'est transformé et qui a été itératif tout au long de cette journée. J'insiste, ça fait pas d'eux des designers, parce que le design doing, ça c'est mon métier, les métiers des designers, mais il n'empêche qu'ils ont utilisé des outils que l'on utilise régulièrement et qui ont permis de formuler et de surtout l'important c'est de visualiser ensemble la création et le contenu de ce séminaire. Donc là, ce que vous voyez à droite, c'est en fait tout le fruit de la réflexion qui est traduit en post-it, ça peut être traduit en 3D, ça peut être traduit en scénette. Et en fait, il y a une logique dans la démarche sur la photo, l'avant-plan et l'entrée du site et l'arrière-plan et en fait la sortie du séminaire. Et donc, tout au long de ces étapes-là, nous avons illustré les moments forts et les points de contact avec les utilisateurs qui, en l'occurrence, étaient les conducteurs dans ce séminaire. Si je peux préciser, oui, juste ajouter quelque chose, Emmanuel, l'avantage de cette méthode, et aussi bien avec le codir jeune qu'ensuite avec les conducteurs, c'est que ça lève totalement les inhibitions par rapport à un mode de réflexion ou d'interrogation classique. C'est-à-dire que c'est un mode de travail très créatif, très libre, où personne ne dit de bêtises, où tout est permis. Et du coup, ça lève totalement les barrières. Je vous parlais des conducteurs qui peuvent avoir certaines appréhensions à venir 2 journées au siège, à dire oh là là, qu'est-ce qu'on va nous demander? On va nous demander de réfléchir. Eh bien, ce mode de travail, il est libérateur parce que il n'y a pas de mauvaise idée, parce que c'est facile. On écrit une idée sur un post-it et que on échange, on discute. C'est extrêmement productif. Et que voilà, c'est un mode de travail qui est désinhibant, quel que soit son parcours et sa façon d'être à l'aise avec de la réflexion, de la conception. Ça fait appel à du bon sens, à de l'intelligence humaine, et peu importe qu'on soit plus ou moins à l'aise avec l'écrit ou avec une prestation orale. Tout à fait. Je te rejoins aussi, Isabelle, sur le fait que effectivement, il y a une partie dans le processus du design thinking qui est le lâcher-prise, et ça j'en parle régulièrement dans les formations que je fais, où il y a cette capacité à pouvoir lâcher un petit peu les idées, même si elles n'ont pas de sens, même si elles sont un petit peu délirantes, ça fait partie du processus, et dans la mesure où tout le codir jeune était prêt, ils ont vraiment pu dégager le maximum d'idées en un temps record, en fait. On a dégagé 14 idées en l'espace de 24 heures et surtout une visibilité sur l'après. L'après, qu'est-ce que je fais après? Quelles sont les différentes étapes? Donc, c'est non seulement visualiser, mais au plus la capacité à se projeter sur les démarches, sur les différentes étapes du projet. Concrètement, nous, c'est 14 idées que l'on va mettre en œuvre et qui vont faire avancer l'entreprise dans sa stratégie, mais aussi dans le mode de travail avec nos collaborateurs. Donc, il en ressort des choses très concrètes. Je vous donne un exemple. Par exemple, une des idées était la télémédecine. Nos conducteurs sont plutôt installés dans des milieux ruraux, ils travaillent en horaire décalé. L'accès aux médecins est compliqué. Eh bien, c'est une idée qui a été mise et que là, je suis en train de mettre en place. Certaines vont prendre plus de temps, mais en tout cas, ça se réalise très, très concrètement. Et ça, quand on arrive au bout de cette histoire et matérialiser cette idée, on a tout gagné. L'expérience aussi que moi j'ai vécue par rapport à cet atelier, c'est que j'ai un petit peu sous-estimé aussi la capacité des conducteurs, par exemple, à pouvoir se projeter dans la mesure où on a mené une action et un processus aussi avec une logique. J'avais sous-estimé en fait la capacité des conducteurs à se projeter dans un projet comme ça avec ces outils-là et de générer énormément de concepts, d'idées qui vont être développés maintenant. Donc l'avantage, si on peut dire aussi, Isabelle, c'est qu'il n'y a pas de limite sur quelle est l'application du design thinking pour avec quels objectifs. Ça peut s'appliquer à l'entreprise, au niveau stratégique,
comme au niveau des utilisateurs finaux, en fait, il n'y a pas de... Absolument, c'est un mode de réflexion ensemble. Et ce qui est intéressant, c'est que les codeurs jeunes qui sont en situation de management, qui ont des équipes, réutilisent cette méthode, qui se sont appropriées pour réfléchir avec leurs équipes. Voilà, c'est une méthode qui casse totalement les codes et qui permet vraiment d'aller chercher les idées là où on ne pensait pas aller les trouver. Nous, on a été extrêmement surpris par le résultat. Ça a été extraordinaire. Si vous voulez qu'on passe aux questions, ça serait avec plaisir d'y répondre. Isabelle, est-ce que c'est quelque chose pour je parle du point de vue des internautes aussi, est-ce que c'est des outils, tu penses, qui peuvent, que l'on peut s'approprier assez rapidement? Est-ce que tu as le sentiment que toi, tu as pu les utiliser ou les réutiliser ou les expliquer assez rapidement? Alors, je dirais que la méthode de pensée, c'est-à-dire ça permet, moi, ça m'a fait évoluer dans ma façon de travailler, dans ma méthode de pensée. Donc, on pouvait faire autrement. Et ça, c'est c'est le plus grand apport. Après, en application, je pense qu'il faut quand même être guidé. Au moins au début, il faut être guidé, il faut être accompagné. Moi, j'ai le plaisir de faire une formation au mois de juin 2 jours à l'école de design, donc je suis ravie d'approfondir cet apprentissage. Voilà, j'ai appris par la pratique, avec un cas concret. Maintenant, j'ai envie d'aller plus loin. D'accord. Ok. Est-ce que tu as le sentiment, par exemple, là, je sais que tu vas parler peut-être pour le codir jeune, qu'eux aussi ont eu le même réflexe, eux aussi ont intégré un certain nombre d'outils, et tu penses que ça a besoin de plus de practice, on va dire? Alors, il y a besoin de practice, mais en même temps, ça a été un déclic. C'est-à-dire que ce projet est intervenu au début du fonctionnement du codir jeune. Et ils auraient pu totalement calquer dès le départ leur mode de fonctionnement sur le codir classique, le codir vieux. Et en fait, ce mode de travail a fait que les codes ont été cassés dès le départ et que maintenant, ils n'envisagent pas de travailler comme le codir. Ils ont leur propre méthode. Et à tout moment, pour n'importe quelle problématique, ils sont capables d'utiliser ces outils-là. Et ça leur va très bien. Ils sont beaucoup plus à l'aise. Enfin, cette génération-là, elle est beaucoup plus à l'aise avec ce type d'outils. Est-ce que ce type d'outil, du coup, serait concevable au niveau du vrai codir? Oui, avec pareil, de l'accompagnement avec de l'accompagnement. D'accord. Peut-être que le codir est... Voilà. C'est plus adapté au codir jeune, je pense. Une question de génération. Absolument. Alors là, c'est menu. Où est-ce que c'est? C'est là, hein? D'accord. Donc, nous regardons un petit peu vos questions. Combien de temps faut-il compter pour suivre vos modules sur le design thinking? Écoute, Emmanuel, nous on s'est vu à 4 ou 5 reprises. Après, tout dépend du groupe, tout dépend du sujet. Moi, si j'ai un conseil à donner, c'est de travailler non pas sur de la théorie, mais tout de suite sur un cas concret et de relever ses manches et de mettre, de s'y mettre. Tout à fait. Je pense que moi, la réponse à ça, c'est aussi, il n'y a pas de formule, il n'y a pas de minimum, mais en moins de 48 heures, je trouve ça un peu difficile dans la mesure où il y a un processus quand même sur lequel on doit se baser, qu'on doit poursuivre, et que malgré que ça soit une méthode pour générer des idées en un temps record, je pense qu'il y a un minimum de 48 heures. Moi, je l'ai fait en moins de temps, mais c'est moins efficace. Pour vraiment avoir le bénéfice de ça, ça peut être en général sur typiquement une journée, une rupture dans laquelle il y a une réflexion ou peut-être un petit peu de recherche terrain, et une autre journée. Donc pour moi, c'est 48 heures minimum. Dans la pratique, juste pour compléter, Emmanuel, en fait, il ne faut pas s'imaginer qu'en sortant des paquets de post-it de différentes couleurs et des feutres, on fait du design thinking. C'est que c'est vraiment c'est presque une approche philosophique de dichotomie de la pensée et des idées.
et que on part d'une idée et on la creuse et on la redécoupe et on repart. Elle permet de repartir sur d'autres idées. Donc on creuse vraiment. Ça peut même être un petit peu sans être douloureux, mais en tout cas c'est physique. Ça peut être physique. Ça peut être physique. C'est du travail. Donc on peut avoir une approche très superficielle du design thinking. On sort des post-it et des feutres et puis on se dit ça y est, on a fait du design thinking. Pour moi, ça va bien au-delà. C'est vraiment, c'est une forme de rhétorique en fait, de réflexion très très approfondie. C'est pour ça que je parle de la nécessité d'un accompagnement. Sinon, ça peut faire juste très joli et puis on ne va pas très loin. D'accord. Merci beaucoup. Comment pouvons-nous savoir, je lis une question, quel processus est le mieux adapté à notre structure? Je ne suis pas sûr de la nature de la question. Je ne comprends pas beaucoup cette phrase. Je vais passer à la suite d'après. Est-ce que la design thinking n'est pas un peu un argument marketing? Je vais commencer par répondre si tu veux. Non, je te laisse la parole. Allez, vas-y. Moi, je vois plus ça comme une méthode de travail. Justement, et par rapport aux méthodes marketing classiques, et j'ai vu passer une question qui est très intéressante. Tu disais tout à l'heure, Emmanuel, que le monde bouge. On peut avoir toutes les théories marketing, toutes les techniques marketing. On peut aussi tomber totalement à côté. Et je vois plus ça comme une méthode qu'un truc pour faire joli. Enfin, mais tout dépend comment on l'aborde. Hein. C'est toujours pareil. J'ai fait moi la malheureuse expérience de faire un design thinking, une session de design thinking qui n'était pas faite par un designer. Non pas que j'ai rien contre les non-designers, mais je pense que ça fait aussi une différence dans la mesure où le design thinking aussi est un outil qui est itératif et qui autorise le changement, autorise le non figé. Je pense que ça ne peut pas être un argument marketing, ça peut être justement un outil qui s'inscrit dans la durée et qui s'inscrit à n'importe quelle étape de la vie d'une entreprise. Donc pour moi, c'est un outil qui peut être pérenne et une technique, une méthode de travail qui est pérenne pour moi. La méthode fixe une sorte de cadre, une façon de faire, mais à partir du moment où c'est créatif, où c'est l'idée, où c'est vivant en fait, on ne sait pas trop où on va arriver, où ça va nous mener. Il y a une prise de risque aussi. Quand je disais prise de risque, oui, et puis lâcher prise, et surtout ne pas savoir quel va être le résultat final, je pense fait partie aussi, je parle pour l'expérience qu'on a eue en commun sur l'atelier, nous ne savions pas le résultat, nous n'avions pas d'idée sur le résultat, et donc c'est quelque chose qu'il faut s'autoriser, et le designer c'est aussi ça, il ne connaît pas la solution, il ne connaît pas la réponse. Et de toute façon, il n'y a pas une réponse, il y a des réponses, des faisceaux d'indices, on va dire. Alors pour toutes les personnes qui sont en situation de management et qui nous écoutent, c'est quelque chose qui peut faire peur aussi, le fait qu'il n'y ait pas de... On ne sait pas si on va avoir des idées, si on va avoir des réponses, si on va avoir des solutions. Et par rapport à un schéma classique de réflexion, il y a donc une prise de risque et ça peut faire peur à une direction, par exemple. Oui, tout à fait. La question suivante, c'est quels outils avez-vous utilisés pour amener les conducteurs à la réflexion? Qu'est-ce qu'on a utilisé comme outil? Déjà, on les a mis en condition. On les a mis déjà en condition, donc on les a séparés, on les a mis hors cadre standard. Ensuite, c'est non seulement c'est la réflexion, mais je pense que c'est une posture aussi. Je m'explique. Quand on est en mode design thinking, on est en mode debout, à travailler verticalement, on n'est plus autour d'un bureau avec des chaises et des ordinateurs. On sort complètement du cadre standard de la façon de travailler. Ensuite, sur les outils que nous avons utilisé déjà des outils d'empathie, l'outil du persona. On a utilisé un parcours utilisateur aussi, comprendre un petit peu quel va être le parcours du conducteur tout au long du séminaire. Nous avons utilisé aussi des outils de visualisation. Donc, on a fait une scénarisation du séminaire avec des objets 3D, des découpages, etc. Qu'est-ce qu'on a eu comme d'autres comme outils? Je me rappelle pas. Il y a eu des outils de projection, donc de mise en condition. On a scénarisé l'espace. Scénarisation, oui. Il y a eu aussi un découpage temporel de façon à ce qu'il y ait aussi, en fait, que ce soit très dynamique. C'est-à-dire que c'était à la fois le fond et la forme. Et pour que le fond soit dynamique, on a fait en sorte que la forme le soit. Par un travail en équipe, un découpage de l'espace, et puis un timing très séquencé, de façon à ce qu'il y ait tout le temps du mouvement. Et donc il y avait du mouvement dans les corps et il y avait du mouvement dans les têtes. Yes.
Il faut que je scrolle. Alors, je scrolle comment? Voilà, oui, c'est mieux. Il y a beaucoup de questions. Je descends. Je remonte, d'accord. Excusez-moi. Hein, les étoiles rouges, d'accord. Là-haut, ah oui, d'accord. Donc ça, les outils, les apports pour booster en termes de management. Quels sont les apports pour booster en termes de management, Isabelle? La proximité. En fait, la proximité est une parole libérée, c'est-à-dire, alors ça peut paraître des grands mots comme ça, mais vous aviez avant tout, avant d'avoir des conducteurs, des managers, des directeurs, un PDG, vous aviez d'abord un groupe de personnes qui réfléchissaient ensemble. Une personne n'avait pas de meilleures idées que l'autre. Il y avait une sorte de... Voilà, tout le monde était au même niveau, face à la même problématique et avec un niveau d'échange très très intense. Donc, il faut pas casser les codes, mais c'est vrai que c'est libérateur. Hein. Voilà, les conducteurs échangeaient avec leur PDG sans aucun frein, sans aucune peur. Et du coup, la parole est libérée et on s'autorise à tout dire. Il y a une auto-modération en fait, parce que quand je dis tout dire, c'est tout dire dans le sens de la construction et du faire ensemble. Merci beaucoup Isabelle pour ça. Ensuite, y a-t-il des prérequis à mettre en place pour le design thinking? Comme je l'ai dit précédemment, je crois que c'est un état d'esprit aussi. Moi, je m'applique à toutes les formations que je donne à prendre 10-15 minutes à expliquer un petit peu la méthodologie sur la posture, sur le fait qu'on n'est pas dans le jugement de valeurs, on n'est pas dans le jugement de l'autre. Et donc oui, il y a des prérequis, je pense, intellectuels et une espèce de posture à avoir sur ce que c'est que le design thinking et la vraie valeur ajoutée de ça. En dehors de ça, non, il n'y a pas de prérequis. Je pense que c'est vraiment dans l'attitude plutôt qu'autre chose. Je continue. Nous regardons un petit peu les questions. Il y en avait une en haut, oui. Peut-on mesurer la rentabilité d'une telle démarche? Quels sont les indicateurs de succès à votre stade de déploiement? Eh bien, on va poser la question directement à Isabelle. Alors, les indicateurs de succès, déjà, c'est les retours des conducteurs. C'est-à-dire que pour ce travail qui est un petit peu exceptionnel par rapport à leurs habitudes de travail, déjà, c'est un énorme enthousiasme sur le moment, durant le séminaire. Et une énergie qui, par rapport aux éditions précédentes, était incomparable. Et puis, il y a l'après, avec des retours sur le terrain, la façon dont ils en parlent à leurs collègues. Donc, en termes ce sont eux, en fait, nos porte-paroles, nos ambassadeurs par rapport à la démarche et à la volonté de l'entreprise d'écouter ses collaborateurs et de mettre en œuvre leurs idées. Et ça, c'est extrêmement précieux. Alors, ça ne se valorise pas en euros, mais c'est important. Et dans un contexte, nous, on est dans un métier de transport où le métier de conducteur est un métier en tension. Et c'est aussi des choses comme ça qui vont faire la différence. C'est-à-dire que le collaborateur se sente écouté et que l'on crée pour lui quelque chose qui ait du sens, qui ait de la valeur. Eh bien, c'est quelque chose qui est très, très important. Voilà, donc ça rentre dans un processus global de recrutement, de formation et surtout de management avec un échange très court entre les maillons hiérarchiques et puis ce sentiment pour les collaborateurs de participer à la marche de l'entreprise. C'est ce qui donne du sens à leur travail, c'est ce qui développe le sentiment d'appartenance et c'est ce qui fait aussi que l'on trouve les bonnes idées ensemble. Voilà, ça ne vient pas seulement d'un comité de direction. Je pense qu'on peut parler aussi de rentabilité. Il y a un capital humain, en fait, on va dire, pour l'entreprise. Et il y a un retour sur investissement en termes de capital humain, justement sur la fédération, sur regrouper les idées et regrouper une méthode de travail. Donc oui, il y a un retour sur investissement. Après, ce n'est pas forcément un retour sur investissement financier. Et concrètement, que fait-on? Comment fait-on?
Comment fait-on? C'est très simple. Je pense que c'est une question là aussi d'identifier les besoins. Donc là, ce qu'on a fait aussi avec l'entreprise Mousset, c'est a priori, ils avaient un besoin. On était sûr qu'ils avaient envie d'aller au-delà sur la façon d'organiser un séminaire. Donc c'est parti d'un besoin, tout simplement. Et donc, quel que soit votre besoin, à vous, internautes, c'est partir d'un besoin, exprimer le besoin, et à partir de ça, on peut développer toute la méthodologie et les outils en place liés autour du design thinking. Donc, c'est relativement simple, ce n'est pas une méthode compliquée, c'est une méthode comme un sport, qui s'apprend, qui demande de l'entraînement et qui demande un état d'esprit un petit peu différent, on va dire. Alors, c'est très important, Emmanuel, parce qu'il ne faut pas partir avec l'idée qu'on va y aller et puis on va arriver à un point, quoi. La notion du lâcher-prise et d'accepter que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas, yes. Elle est très, très importante et il faut l'accepter dès le départ. Je lis une autre question qui nous vient. Vous réunissez les collaborateurs dans une salle. Comment démarrez-vous votre réunion de design thinking? Posez-vous un cas. Quelles sont les règles? Les règles, c'est qu'il n'y a pas de règles. Si on peut évoquer le travail avec le coding jeune, ça s'est fait dans une longère avec du feu dans la cheminée et un stock important de chocobons et de M&M's. Et voilà, il n'y a pas de... Ça peut se faire dans une salle de réunion. Moi, je préconise de sortir du contexte de l'entreprise juste pour mettre en condition, pour libérer un petit peu les corps et les esprits, de faire ça aussi avec, là aussi, la notion de lâcher prise. Ok. Pensez-vous que c'est une bonne méthode de team building pour vos chauffeurs? En tout cas, ça a fonctionné. Ça a fonctionné, c'est-à-dire un enthousiasme pendant et après, une implication pendant, une énergie. Par rapport aux expériences des séminaires précédents qui étaient menées de façon beaucoup plus classique, avec des ateliers, des réflexions, des moments où nos conducteurs ne comprenaient plus ce qu'on leur demandait ou saturaient en fait, et puis avec des baisses d'énergie, là, il y a eu cette première journée avec une sorte de mise en condition, et la deuxième journée, c'est parti au quart de tour, quoi. Les cerveaux se sont lâchés. Voilà. Ok. La question 3, c'est ça. C'est ça. Pensez-vous que c'est une méthode de type? Non, ça on l'a déjà vu. La 1. À combien de temps estimez-vous le temps de préparation d'une séance de design thinking? Tout dépend du sujet. Oui, tout dépend du sujet. C'est pas très très compliqué puisqu'on applique une méthode. Sur la méthodologie, c'est relativement simple. Il n'y a pas de barrière au niveau du sujet. Ça peut être n'importe quel sujet, dans la mesure où il demande un travail collectif, individuel et collectif. Il n'y a pas de temps de préparation. C'est-à-dire que moi, quand je fais mes formations, ou les formateurs ici, je ne connais pas le métier du transport, ce n'est pas mon métier, je ne suis pas conducteur, je n'ai pas besoin de le savoir. Ça reste dans le domaine d'Isabelle. Moi, par contre, mon rôle de formateur, c'est d'animer, de stimuler, d'aller chercher les bons outils au bon moment et de coacher un petit peu les esprits. Mais je ne connais pas le sujet, je ne connais jamais les sujets et ça ne me dérange pas du tout. Au contraire, j'ai un œil qui est candide. Ce qu'on appelle un œil candide, c'est une façon de voir les choses que je ne sais rien de rien. Voilà. Et c'est très important. Parce que c'est ce qui permet aussi de dépasser le stade où on sort des post-it de couleur et les feutres. Et ça permet, cette posture de candide, ça permet de creuser et quelquefois d'aller creuser des idées qui paraissent totalement ineptes et qui finalement vont aboutir sur quelque chose de très très intéressant. Ouais. Donc justement, ce rôle-là, il est très important. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je pense qu'il y a d'autres questions. On n'a plus beaucoup de temps. On tenait simplement à vous remercier de votre écoute, à remercier de vos questions. Évidemment, on ne va pas avoir le temps de répondre à toutes ces questions, mais on se fera un plaisir d'y répondre à une date ultérieure.
Je tenais quand même à remercier toute l'équipe encadrante ici. Nous avons des modérateurs, nous avons des techniciens et surtout à remercier Isabelle. Merci Emmanuel. D'être venue nous parler un petit peu de son expérience. C'est la suite. C'est la suite de cette expérience. Et donc merci à vous tous et puis on vous souhaite une bonne fin de journée et jusqu'au prochain webinaire. Merci, bonne journée.